Et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct avec Wilfried Paris qui ce soir va nous proposer de découvrir la culture balinaise et de nous inspirer de la culture balinaise pour comprendre qui nous sommes vraiment. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Joanne. Et bonsoir à tous. J'espère que vous nous entendez bien, que la connexion est bonne. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Bonsoir Catherine. J'en conclus que la connexion se passe bien. Une conférence ce soir qui va être un peu interactive. Wilfried va avoir plein de choses à nous apprendre. Tout est parfait, super. Merci de me rassurer à ce sujet-là, Catherine. Eh ben, écoute, du coup, Wilfried, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené à nous proposer cette conférence ce soir. Eh bien déjà, bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je suis Wilfried Paris, je suis le fondateur de Nouveau Souffle et en fait je fais de l'accompagnement spirituel pour aider à prendre du recul sur sa vie et comprendre un peu les modes de fonctionnement global. Et puis tout simplement pour s'initier un peu à ce que c'est la spiritualité pour avoir un point de vue un peu différent. Donc je m'inspire de culture à la fois chinoise, japonaise, énergétique, américaine et aussi balinaise, parce que j'ai eu la chance justement de pouvoir suivre les enseignements d'un brahman à Bali lors de retraites que j'organise. Et en fait, avec son accord, je suis amené à propager justement la connaissance et le savoir de la culture balinaise, qui malheureusement ont un peu tendance à se perdre, et donc ce serait dommage. Et donc l'idée, c'est d'en faire profiter le plus grand nombre. Et donc du coup, c'est dans ce cadre-là que effectivement, moi, j'aimerais pouvoir profiter de cet échange ce soir avec l'ensemble des personnes qui sont présentes. Et le terme échange prend tout son sens parce que en fait, je suis pas là pour être en mode formateur et juste vous donner des informations et puis c'est tout. Non, l'objectif, c'est que ce soit vivant, que si vous avez des questions, des trucs qui vous paraissent un petit peu bizarres, qui vous parlent pas, on puisse échanger sur le sujet, en sachant qu'il n'y a pas une seule et bonne vérité. Dans ce que je dis, ce sont des choses qui m'appartiennent et qui appartiennent aussi au brahman. Mais chacun, en fait, est libre de se forger sa propre réalité. Et donc, du coup, si vous êtes OK avec moi, c'est cool. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh ben, c'est cool aussi. Et on est là pour échanger ce soir. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos questions et vos réponses sur le chat, puisque nous vous lirons et en plus, Wilfried va vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Yes. Ouais, c'est qu'en plus, du coup, moi, je vois aussi le chat, mais je sais que tu verras plus, tu auras un œil plus attentif que moi, Joanne. Donc, s'il y a des choses que je ne vois pas passer, tu m'alpagues en me disant stop. Pas de souci, ça marche. Déjà, pour commencer, avant de rentrer sur la question du qui nous sommes, en fait, qui peut être une question assez intéressante à creuser, mais d'abord, en fait, la spiritualité à Bali, elle est héritée de l'hindouisme que l'on peut connaître en Inde, mais elle s'imprègne aussi de toutes les croyances indigènes. Ce qui fait que du coup, ça crée vraiment un mélange et une culture qui est propre à Bali. Et on ne retrouve pas la même culture en Inde, parce qu'en Inde, en fait, ils sont très orientés sur les chakras et sur les 5 éléments. Là où à Bali, on ne parle pas du tout de chakras. Ce sont des choses qui n'existent pas. Ils ont 3 centres énergétiques principaux. Et après, ils n'ont pas 5 éléments, ils en ont 13 en fait. Donc c'est déjà une connotation un peu différente. Et en fait, de par leur histoire, donc ces croyances indigènes ont vraiment érigé la nature en tant que dogme hyper important. Et c'est vrai que c'est pour ça que on retrouve chez eux beaucoup de temples et que chaque temple, en fait, va aborder un aspect particulier, va plutôt être tourné sur un dieu ou sur des esprits, sur des éléments. Et ça va être vraiment très dépendant de la communauté dans laquelle se trouve le temple. Et même ça, en fait, ce sont des éléments qui sont amenés à se perdre. Et donc, je sais que l'État balinais est assez vigilant là-dessus pour que, du coup, la culture issue des ancêtres ne se perde pas complètement. Je sais qu'il y a des réflexions par rapport justement à la rénovation des temples. Est-ce qu'on les rénove de manière traditionnelle ou pas? Et donc, voilà, c'est pour ça qu'effectivement, moi, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Et je suis ravi que ça puisse parler au plus grand nombre. Donc, oui, donc je disais
à Bali, ils ont 3 centres énergétiques qui sont les mêmes que ceux qu'on va retrouver en fait en Chine, et notamment au niveau de la médecine traditionnelle chinoise. Sauf que en Chine, ils les ont nommés donc Duncan inférieur, médium et supérieur. Et à Bali, en fait, ces centres d'énergie n'ont pas de nom. Donc voilà, ça fait référence au même centre d'énergie, mais ce n'est pas les mêmes fonctions vraiment qui sont rattachées. Donc voilà, ça c'est déjà un point intéressant. Un truc aussi qu'ils aiment bien faire quand les personnes se croisent de manière respectueuse pour se saluer, en fait, ils disent Om Swastiastu. Et en fait, ce sont des termes sanscrits et ça peut se traduire de plusieurs façons différentes. Mais en fait, le sens qui, moi, me plaît et que j'aime bien utiliser quand je veux expliquer ça, c'est la divinité qui est en moi, salue la divinité qui est en toi. Et donc, en fait, dans cette simple, entre guillemets, simple salutation, il y a vraiment tout le respect de qui ils sont eux. Donc, je sais qui je suis moi, je m'honore moi-même, et je fais de même pour toi. Et donc, je t'honore toi en tant que propre divinité. Et donc, rien que ça, en fait, ça permet de pouvoir justement être pleinement dans un échange qui soit bienveillant. Donc voilà, donc ça, c'était les premiers préambules pour présenter un petit peu ce que c'est que la culture balinaise par rapport à ça. Je parlais de la nature qui était importante pour eux. En fait, ce qui est vraiment important, c'est que la nature, pour eux, c'est la source de la vie au sens large, en fait. Et l'homme, il fait partie intrinsèque de cette nature. Et donc, il part vraiment du principe que si je respecte et j'honore la nature, si j'en prends soin, alors je me respecte moi et je m'honore moi aussi, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on retrouve très fréquemment des offrandes qui sont faites aux dieux. Et en fait, ce sont des offrandes qu'ils mettent un peu partout dans la rue, dans les temples, dans les magasins, chez eux. Et ces offrandes ont pour but justement d'aller honorer en fait les esprits des différents éléments auxquels ils rendent hommage. Et c'est vraiment leur connexion en direct avec la nature et avec leur spiritualité. Et en fait, c'est un point qui est important parce que pour justement apprendre à se respecter soi, il y a un code que l'on se doit d'honorer, qui est son propre code d'éthique. Hein. C'est à nous de nous le forger. Mais si on ne respecte pas son propre code d'éthique, alors en fait, on ne respecte pas tout ce cadre-là et en fait, on ne s'honore pas soi-même. D'accord. Pour donner un autre exemple par rapport à ça, que nous connaissons tous, c'est le samouraï qui lui respecte le code du Bushido, qui est un code guerrier. Et effectivement, il y a tout son honneur qui est mis dans ce respect de ce code-là. Et si jamais en fait il ne honore pas ce code, alors il se fait seppuku, donc comme on dit, enfin il se suicide malheureusement parce que du coup il s'est déshonoré en ne respectant pas son code. Et ben là en fait à Bali c'est à peu près le même ordre d'idée. Ils ne vont pas jusqu'à se suicider s'ils ne respectent pas évidemment, mais l'idée c'est vraiment ça montre l'importance que ça a pour eux. Et en fait l'homme en tant que tel il existe pour faire un lien entre ce qui va être le monde matériel et ce qui va être le monde spirituel. Parce que pour les Balinais, en fait, l'homme, il est à la fois issu de la matière, mais aussi issu du divin, en fait. Et là, on va rentrer sur des notions d'esprit masculin et d'esprit féminin. C'est un peu comme on pourrait faire le parallèle entre le yin et le yang, que l'on trouve chez les Chinois. Donc, c'est une dualité qui se complète. Et l'esprit féminin, en fait, c'est lui qui est issu de la matière et qui va être finalement le berceau qui va être là pour accueillir l'esprit masculin qui, lui, vient du ciel et qui apporte justement cet esprit divin. Donc, on a à la fois l'esprit divin qui s'incarne finalement dans la matière pour permettre au premier miracle de se réaliser. Le premier miracle étant justement la naissance. Et c'est toute la symbolique justement de la naissance se retrouve dans leur spiritualité parce que c'est vraiment parce que justement j'ai un terreau qui est fertile, qui est propice dans la matière que je peux m'incarner, que mon âme peut venir s'incarner justement dans cette réalité-là pour prendre forme et pouvoir vivre cette expérience en fait.
Donc, ça peut paraître un peu déroutant pour ceux qui ne sont pas orientés sur la culture hindouiste, qui part du principe que y a plusieurs cycles de vie, donc on a tous plusieurs vies et plusieurs vécus, et en fait, on vient sur cette terre pour progresser, pour apprendre, et justement, le fait de tout oublier quand on s'incarne, et en fait, ça rend justement la tâche plus difficile, mais c'est parce qu'elle est difficile qu'on arrive justement à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir à réussir à avancer en fait. Et donc par rapport à la question qui je suis, je serais déjà curieux effectivement d'avoir. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez des idées justement de ce que c'est pour vous la notion de qui je suis, si ce sont des choses qui vous parlent ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment important, c'est à qui je suis, c'est un être issu du divin qui s'incarne dans la matière. Et je me souviens, j'avais posé la question il y a quelque temps sur un de mes groupes. Et en fait, il y a une personne qui m'avait dit, en fait, je suis issu de l'utérus de ma mère. Et en fait, pour moi, la réponse, elle est complètement juste, parce que issu de l'utérus de ma mère, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis issu de cet esprit féminin qui est là pour accueillir vraiment la vie, en fait. Et du coup, c'est ça que c'est hyper intéressant de prendre conscience qu'on est un être qui existe à la fois dans la matière, et donc on a des besoins et on a une activité présente dans la matière, mais aussi on est aussi un être divin, qu'on est une âme, chacun met les mots qui lui conviennent dessus, qui est venu justement vivre cette expérience-là en fait. Donc je regarde un peu les commentaires, effectivement, oui, on parle de source. La source, tout dépend effectivement de la définition que chacun mettra dessus. Pour moi, la source, ça va être encore un grand au-dessus que la spiritualité, parce qu'il y a effectivement le noyau, il y a au-dessus le développement personnel, puis la spiritualité, et être au-dessus de la spiritualité, il y a le sacré en fait. Et la source, pour moi, fait référence au sacré, ce qui est une chose encore un peu différente. On n'aura pas le temps d'aborder ça ce soir, mais... Et oui, on est une part divine, effectivement, ouais. Là, c'est ce que je reprenais. Et Viviane, du coup, te répond, bien sûr, émanant de la source lumière en moi. Voilà, ouais, du coup, effectivement, l'esprit du vin est lumière. Et donc, justement, tout ce qui est intéressant à prendre en compte par rapport à cette spiritualité pour mieux se connaître, l'idée, c'est de se dire, en fait, moi, je suis un être vivant et l'univers qui est en moi est équivalent à l'univers qui est en dehors de moi. C'est pour ça que les notions de microcosme et de macrocosme sont aussi importantes pour eux parce que, en fait, l'infiniment grand est équivalent à l'infiniment petit. Et ça, en fait, la physique quantique travaille déjà aussi sur ce sujet, elle l'a déjà démontré, qu'effectivement, tout ce qui va être noyau de cellules, leur agencement fera écho aussi à l'agencement au niveau de l'univers. Et en fait, il y a un vrai parallèle que les Berlinais avaient déjà en fait intégré. Et pour eux, en fait, comprendre qui on est, ça passe par la nature pour l'honorer, pour contempler la nature, regarder comment elle fonctionne. Et en comprenant comment elle fonctionne, en fait, on arrive à comprendre comment nous, on fonctionne. Donc ça, c'est l'ouverture côté macrocosme. Mais il y a aussi le travail à regarder en soi pour comprendre justement le microcosme. Et... Je crois que Catherine a besoin que tu précises un tout petit peu plus. Elle dit pas évident tout cela. Est-ce que c'est les notions de macrocosme et de microcosme sur lesquelles on pourrait être un petit peu plus précis? Ça me rappelle un petit peu des choses qui se rapportent au fractal. Quelque chose qui se reproduit de plus en plus grand, ou peut-être pas du tout. Fractal, c'est comme si ça se reproduit à l'identique, en fait. Et là, la vie se reproduit, mais pas à l'identique. Comment reformuler? Alors, je ne sais pas à partir de quand je dois reformuler. N'hésitez pas à nous donner des précisions à propos de votre question, Catherine. Pour reformuler, donc en fait, le truc qui est important, c'est que comprendre que en fait, l'homme, il est issu de la nature, donc de la matière, et que en fait, son mode, son contexte dans lequel il vit est important pour lui. Et en fait, en s'ouvrant justement à cet environnement qu'il a autour de lui, que ce soit la nature, que ce soit les étoiles, le soleil, comment il tourne,
les éléments, les animaux, comment ils vivent, en fait, l'homme est capable, en contemplant tout ça, de comprendre certaines choses. Effectivement, les ancêtres avaient compris effectivement au niveau de l'astrologie comment ça fonctionnait, etc. Ils ont bien compris le cycle du soleil, qu'il y a des saisons qui se suivent et que chaque saison apporte des bienfaits en fait à la nature et à la planète en général. Et en fait, ils se sont intéressés à tout ça et ça, c'est l'étude du macrocosme. Et en fait, ils ont fait le parallèle en regardant en eux et ils ont compris que, en fait, il y avait différents modes de fonctionnement qui pouvaient sembler similaires en fait dans notre microcosme. Et c'est que cette étude de notre environnement et l'étude de qui nous sommes nous, en fait, se confond parce qu'il y a des modes de fonctionnement qui se ressemblent beaucoup en fait. Je ne sais pas si c'est plus clair à préciser comme ça. Catherine a répondu, j'écoute, ne vous inquiétez pas. Ah oui, on ne doute pas de votre écoute, c'est surtout important pour nous que ce soit aussi clair que possible. Donc surtout, n'hésitez pas à faire des retours, c'est précieux pour nous. Hein. Et donc justement, en fait, dans ce que préconise le Brahman, c'est de se poser en fait dans la nature et de contempler, d'observer, parce que la magie qu'offre la nature sont des choses qui nous permettent de nous émerveiller, et c'est en nous émerveillant en fait que on arrive à capter justement cette bonne vibration pour nous nourrir nous en fait. Et de la même façon en fait qu'on peut se nourrir de l'extérieur, on peut aussi se nourrir de l'intérieur. Et pour ça en fait ils utilisent le pranayama, qui a deux approches qui sont les plus connues, qui est le yoga pranayama et la respiration pranayama. Je ne vais pas parler du yoga ce soir, c'est pas l'objectif, je suis pas en tenue pour faire une démonstration et de toute façon je suis pas le meilleur maître qui existe sur le yoga pranayama. Mais par contre, sur le souffle, ce qui est important de prendre conscience, c'est qu'en fait, prana, ça peut vouloir dire souffle de vie. Enfin, déjà, c'est un terme sanskrit qui n'est pas facile de trouver, d'avoir une définition précise. Ça peut être aussi des notions d'énergie, de chi, etc. Moi, je reprends plutôt la définition de souffle de vie. Et en fait, donc si on a prana, souffle de vie, yama, c'est l'extension du souffle, en fait. L'idée, c'est que par extension de mon souffle, j'arrive à mieux me connaître et à mieux augmenter ma propre énergie, en fait. Donc, finalement, en faisant des exercices de respiration, on est capable de pouvoir prendre conscience de son énergie et de qui on est. Et donc justement, dans les 2-3 exercices que j'avais envie de vous faire ce soir, ce sont des exercices qui sont basés sur le souffle, justement. Donc du coup, on peut profiter de cette belle transition pour commencer par faire un premier exercice. L'idée, ça va être d'inspirer en faisant venir le souffle à un endroit bien précis dans le corps et d'en prendre conscience. Donc le premier endroit dans lequel on va amener l'énergie, donc amener le souffle, ça va être le premier centre d'énergie qu'ils connaissent à Bali, qui correspond au Dantian inférieur en médecine chinoise, qui correspond au deuxième chakra en Inde et qui correspond au hara chez les Japonais, c'est-à-dire le ventre. Et en l'occurrence, c'est 3 cm en dessous le nombril. Donc, si vous voulez savoir à peu près où c'est, vous prenez votre pouce que vous mettrez dans le nombril. Vous avez 2 doigts qui serviront à faire 1 cm et 2 cm. Vous pluguez le pouce dans le nombril et le 3e doigt, hop, fera le 3e centimètre et ce sera ce point-là en fait qui indiquera votre centre. Il ne se trouve pas à même la peau, se trouve en intérieur, mais ça vous donnera l'endroit d'où vous pouvez respirer. Donc voilà, maintenant que vous savez à peu près où il faudra ramener le souffle, je vous invite à vous poser tranquillement. De manière idéale, c'est en ayant le dos droit. Donc si vous êtes assis en tailleur, gardez le dos droit. Si vous êtes assis sur une chaise, gardez le dos droit. Vous pouvez aussi le faire allongé, même si je doute que ce soir, il y a beaucoup de monde qui soit allongé en regardant la vidéo. Mais si vous voulez le faire après, vous pouvez le faire aussi en étant allongé. Et l'idée, ça va être d'inspirer et d'amener justement le souffle à cet endroit-là. Donc en faisant gonfler le ventre, en fait. Donc, ça correspond à la respiration abdominale. Et l'objectif de cette respiration, l'exercice que je vous propose, c'est simplement de mettre le focus à cet endroit-là, voir comment, quand vous inspirez là, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez des sensations particulières ou pas? Est-ce que c'est des sensations de picotement, de chaud, est-ce que c'est pas agréable peut-être? Et juste prendre conscience du coup de ce qui se passe là.
Et au départ, effectivement, vous avez peut-être une respiration qui va être assez courte. Donc, du coup, l'idée, c'est de l'allonger petit à petit. Il ne faut pas chercher à aller trop vite. Allongez-la tranquillement pour l'amener petit à petit à cet endroit-là. Et au bout d'un certain cycle, quand vous inspirez, vous gonflez le ventre et pop, vous bloquez en fait la respiration quelques secondes. Et après, vous relâchez pour prendre un cycle normal. Et en fait, le fait de bloquer justement le souffle, de se mettre un peu en apnée quelques secondes, en fait, c'est ça qui va renforcer l'énergie. Donc, du coup, quand on fait l'exercice de respiration, donc on amène la respiration à un endroit, c'est bien pour prendre conscience, etc. Et quand c'est installé, on fait l'essai, bloque la respiration. Qu'est-ce que ça fait chez vous? Et c'est là que vous portez justement l'attention sur toute la zone de votre bassin, de votre ventre, pour voir quelles sont les sensations qui sont présentes. Je vous laisse le faire tranquillement, et après vous me mettrez en commentaire justement quelles sont les sensations que vous avez pu avoir. Je ne sais pas si tu fais l'exercice aussi, Joanne. Non, j'écoute, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Du coup, je me permets, pendant que vous faites l'exercice, je pose une question moi aussi. Est-ce qu'il y a des périodes de la journée, plutôt au lever, plutôt au coucher, ou quelque chose comme ça, où ce soit plus adapté de faire ces exercices-là si on devait les faire de manière régulière? Il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça. La seule réponse valable est quand vous avez envie de le faire. Parce que du coup, ce sont des exercices que l'on fait en conscience. Et si vous êtes à un moment donné, vous n'avez pas envie, ça ne sert à rien. Par contre, si on est fatigué, que ce soit au réveil, en milieu de journée ou le soir, là, ça peut avoir un intérêt parce que se poser pour respirer et les nourrir finalement ce centre d'énergie, ça va poser, en fait, ça va vous calmer et ça va redynamiser votre énergie. En fait, il faut savoir que les exercices de respiration sont hyper adaptés pour tout ce qui va permettre de renforcer votre système immunitaire, donc renforcer votre vitalité et être en meilleure santé si vous pratiquez régulièrement en fait. Donc il n'y a pas de bonne réponse. Si vous avez envie de le faire en routine le matin, parfait. Vous avez envie de le faire le soir pour vous calmer, pour mieux dormir, parfait. En journée, quand vous avez 5 minutes dans les transports en commun, dans une salle d'attente ou autre, parfait. Voilà, c'est quand vous avez envie en fait. Il y a quelques réactions qui commencent à arriver. Patrick qui parle de connexion et de vibration. Valéria qui demande, je n'ai pas compris s'il faut bloquer poumon plein ou poumon vide. Alors, il ne faut pas utiliser les poumons quand on fait cette respiration, parce que l'idée, c'est que si on utilise les poumons, on respire à ce niveau-là. Et donc, du coup, on ne va pas aller nourrir le centre d'énergie du ventre. Donc, quand on inspire vraiment, en amenant le souffle, il faut faire gonfler le ventre. Je montre, mais c'est dommage, on ne voit pas. T'as plus qu'à te mettre debout. Ouais. Donc, l'idée, c'est voilà, le souffle arrive là, et en fait, je fais gonfler cette zone-là, en fait. Mes poumons ne sont pas utilisés, finalement. Donc du coup, les poumons doivent être plutôt vides et l'idée c'est de bloquer vraiment quand le ventre il est plein. Alors, parmi les réponses, donc il y a des sensations de bien-être chez Nathalie. Il y a Patricia qui a de l'angoisse, la gorge nouée, Steve qui sent de la résistance, qui dit que ça bloque. Est-ce que tu peux leur donner un petit coup de pouce par rapport à ces sensations-là? Ouais. Alors par rapport à tout ce qui va être angoisse, en fait c'est pas étonnant. Parce que les émotions sont intrinsèquement liées en fait au souffle, et donc le fait de justement commencer un exercice et de sentir que c'est pas agréable, c'est hyper intéressant parce que du coup on prend conscience qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas agréable pour nous, et donc du coup c'est un indicateur. Alors le corps pour ça il trompe jamais, hein. Donc l'indicateur ça peut être une émotion comme effectivement l'angoisse, ça peut aussi être une sensation physique comme la gorge nouée ou une douleur quelque part. Et en fait, c'est autant d'informations qui sont intéressantes pour vous dire, bon, bah voilà, ok, j'ai entendu qu'il y avait tel truc à cet endroit-là, donc je le note dans un coin de ma tête ou je le note sur un papier et j'irai creuser la symbolique qui peut être attachée à ça derrière pour comprendre justement quel est le message que mon corps me donne. Mais en fait, l'exercice, il n'est pas dangereux du tout, il vous fera pas mal. Donc, acceptez cet inconfort émotionnel ou physique, continuez. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est au moment où vous relâchez et vous expirez, vous pouvez souffler. Et en soufflant comme ça, physiquement, avec la bouche, c'est le souffle, il va embarquer en soi tout ce qui n'est pas bon. Et vous demandez du coup à ce que le souffle, il évacue
il vous nettoie en fait. Ça permettra d'aller encore un peu plus loin, de poser vraiment la sensation. Il y a plusieurs bâillements, il y a une sensation de chaud, Valère qui se ressent une force. Ouais, c'est cool tout ça. C'est chouette, Ouais. c'est chouette. Et le bâiller, en fait, c'est très bien parce que même si ça peut paraître mal poli en fait dans notre culture, le fait de bâiller, c'est vraiment une aide nécessaire que le corps met en place pour justement évacuer toute la pression qu'on a pu se mettre. Et je sais que certains le font naturellement, quand ils sont pas bien. Moi, j'en ai ras-le-bol. Rien que le fait de faire, bah, ça évacue aussi en fait tous les tensions qu'on pouvait avoir accumulées en fait. Donc ouais, bah, un premier exercice qui est intéressant. Du coup, je vais vous inviter à faire un deuxième exercice. Ça va être d'inspirer, mais cette fois au niveau du plexus solaire. Et donc l'idée, c'est d'aller nourrir justement ce centre d'énergie-là. Donc de la même façon en fait qu'on avait amené le souffle dans le ventre, on va l'amener en fait au niveau du plexus solaire. Imaginez, faites à peu près au niveau des tétons, vous faites un pont en plein milieu, vous descendez d'1 ou 2 centimètres, et ça se situe par là en fait. Et donc vous pouvez imaginer que bah, voilà, vous faites descendre de la lumière par votre fontanelle, hop, ça descend jusque là, et donc vous inspirez, vous faites, et ça vient nourrir cette zone-là. Donc là, du coup, on ne fait pas la respiration abdominale, on ne respire pas avec le ventre. L'idée, c'est vraiment d'aller nourrir l'espace au niveau du plexus. Et ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, ça va ouvrir la zone en fait. Ça va ouvrir l'espace au niveau du plexus solaire. Et donc, du coup, bah, ça va augmenter la place disponible pour faire justement cet exercice de respiration. Et donc, de la même façon, bah, voilà, juste se poser, faire l'exercice tranquillement en fait, et juste sentir ce qui vient ou ce qui ne vient pas. Et c'est un exercice qui est aussi simple que ça, pour voir justement où on se situe au niveau de notre inconfort et pour se demander à notre corps bah, comment tu vas aujourd'hui. Voilà, je t'offre un moment où j'ai envie de t'écouter. Voilà. Qu'est-ce que tu as à me raconter en fait? Se faire. Et typiquement, ce que moi j'aime bien faire, cet exercice-là, c'est le faire quand j'ai envie de m'offrir du temps le matin. Donc je sais que quand je le fais, je me prends au moins une demi-heure pour enchaîner les exercices. Et c'est vraiment quelque chose qui me sert à me nourrir moi, en fait. Et je l'utilise plutôt dans une optique de, bah voilà, pour bien commencer ma journée, je recycle mon énergie, je me renouvelle et je démarre vraiment avec cette énergie-là en moi, en fait. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, mais vous pouvez aussi le faire si vous avez posé l'intention, en fait, de vous calmer quand vous êtes en train d'essayer de dormir et que ça passe pas. Mais justement, le fait de mettre le focus sur l'attention sur la respiration, d'utiliser le souffle pour évacuer, ça aide petit à petit à se calmer. Et petit à petit, au bout d'un moment, bah, en fait, on n'a plus faire l'exercice, on va se tourner et hop, et là, on se laisse aller et normalement, on s'endort. En tout cas, ça marche pour moi. Je le testerai, je te dirai. Yes. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des commentaires? Beaucoup de bâillements, en tout cas. De l'expansion, sensation de chaleur, énorme bâillement. Allez pas vous coucher tout de suite, hein, restez encore un peu avec nous. Yes. Et le truc qui est intéressant, c'est de voir justement s'il y a des différences de sensations entre le ventre et le plexus solaire. Parce que le corps ne réagit pas forcément de la même façon au niveau de ces deux centres-là. Et donc, du coup, bah, c'est bien pour voir justement comment ça peut fonctionner. Donc, du coup, ce qu'on peut se faire aussi par rapport à ça, c'est enchaîner sur un troisième exercice. Et cette fois, en fait, on va mener le souffle, non pas sur le centre d'énergie du bas, ni sur celui du milieu, mais sur celui du haut, et donc qui se trouve au niveau du troisième œil, en fait. Et donc, de la même façon que vous faites l'exercice, bah, là, vous allez imaginer qu'en inspirant, bah, vous faites descendre de la lumière, ou le souffle qui pénètre par cet endroit-là, et hop, qui arrive jusqu'ici, mais mettez le focus. Pour ceux qui ont envie de se le sentir, parce qu'ils ne le sentent pas au début, vous pouvez poser le doigt, en fait. Et vous imaginez que vous inspirez, vous faites un parallèle, et vous imaginez bien, faites respirer à l'intérieur de la tête, à peu près à ce niveau-là, en fait. Et vous amenez la respiration à cet endroit-là. Vous pouvez même fermer les yeux, c'est même plus simple. Moi, je préfère faire l'exercice en fermant les yeux. Parce que le fait de fermer les yeux, ça permet de vraiment se plonger en soi. Si vous les gardez pleinement ouverts, en fait, vous êtes plus tourné sur l'extérieur.
Donc, voilà. Steve, Steve nous fait part de différences de sensations. Il y avait pas mal de résistance au niveau du centre du Ouais. bas, moins de résistance au niveau du plexus. On va voir s'il n'y en a plus du tout au niveau du haut. Vous allez nous dire. Yes. Et justement, par rapport aux yeux, en fait, je sais qu'il y a un exercice de méditation que je propose de temps en temps en atelier, qui est de garder les yeux mi-clos, en fait, et de fixer une flamme. Et en fait, de garder les yeux mi-clos, ça permet d'être à la fois en soi, mais aussi en dehors. Et donc, c'est aussi une autre technique. Et donc là, pour l'exercice de respiration, je vous conseille de fermer les yeux en inspirant, comme si vous nourrissiez effectivement une flamme au niveau de votre troisième œil, donc à l'intérieur du cerveau, et juste accueillir ce qui vient. Est-ce que ça fait mal à la tête? Au contraire, est-ce que ça la rend plus légère? Est-ce qu'il y a des sensations particulières qui se font ou pas? Donc, pour ceux qui ne ressentent rien, parce que ça m'arrive, hein, les gens me disent, en fait, moi je ressens rien, donc il ne se passe rien. En fait, le ressenti, il peut être complètement différent d'un moment de la journée à un autre, et donc forcément d'une journée à une autre aussi, en fait. Il n'y a pas de problème si vous ne ressentez pas quelque chose, et surtout ne pas faire un exercice en se disant il faut absolument que je ressente quelque chose, sinon ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si en fait on commence l'exercice en se disant il faut que je ressente quelque chose, alors on va rajouter du mental dans tout ça. Et le mental, en fait, lui, il n'a aucun pouvoir hein, sur vos ressentis. Au contraire, hein, tout ce qui est ressenti, émotion, machin, il est mis de côté, ça ne l'intéresse pas. Donc du coup, pour faire cet exercice, ne vous dites pas il faut que je sente quelque chose. Accueillez juste ce qui vient pas, et ce sera très bien en fait. Et même en fait, ce que disent ce que dit mon brahman par rapport à ça, c'est que en fait, si on ne ressent rien, il ne se passe pas rien. Parce que le rien, ça va être attaché à la notion du vide. Mais pour eux, le vide, ben, il n'est pas vide. Je sais, c'est un peu abstrait comme ça. J'en parle justement dans la formation que je fais sur la spiritualité balinaise. Mais pour eux, en fait, dans le vide, il y a plein de choses, il y a plein d'énergie. Et justement, ben, le fait de faire le vide en soi, même s'il n'y a rien qui vient, ça apaise quand même le corps et ça apaise l'esprit. Donc de toute façon, c'est bénéfique. Donc même s'il n'y a rien qui vous vient comme sensation, ben, c'est pas grave, c'est ok en fait. Tant que justement vous êtes capable de accueillir cet espace de vide en vous pour justement ben, vous sentir mieux. Il y a des relâchements de tension, un point chaud sur le front. Patricia qui a des tremblements. Patrick qui nous dit on peut ressentir tous ensemble. Donc je pense que vous devez ressentir des choses qui se passent sur les 3 points à la fois. Beaucoup de picotements au coronal pour Cathy. Ouais, ça bouge, hein, c'est chouette. Ouais, le coronal, effectivement, bah, c'est le point d'entrée, donc c'est pas étonnant. Pour le fait de trembler, Patricia, je serais curieux de savoir effectivement comment ça tremble. Est-ce que c'est agréable ou pas? Est-ce que c'est nerveux? Est-ce que c'est physique? Est-ce qu'il y a enfin, un peu plus d'informations par rapport à ça? Ce serait intéressant justement pour échanger. Et en tout cas, effectivement, bah, ce qui peut être intéressant par rapport aux 3 centres, c'est que là, en fait, on les allume un par un, en fait. Mais ça peut être un exercice supplémentaire, bah, de dire quand vous respirez, une fois que vous avez allumé les 3, essayez de faire vibrer les 3 en même temps, en fait, voir ce qui se passe. Il faut savoir que par rapport à ces petits jeux d'énergétique, en fait, la seule limite qu'on peut avoir, hein, c'est la limite qu'on se fixe nous-mêmes. Si vous avez envie de jouer avec ça plus tard, bah, n'hésitez pas à jouer. C'est vraiment comme ça qu'on apprend justement à être dans l'expérience pour apprendre. Donc c'est une bonne chose. J'aime vraiment beaucoup le terme jouer que tu utilises, où c'est important d'y prendre du plaisir. Patricia qui dit que les tremblements sont probablement nerveux. Nathalie qui dit impression de serrage de la tête au début, mais ça s'est relâché par après. D'accord. Du coup, bah, pour le côté nerveux, n'hésitez pas, Patricia, justement, bah, quand vous inspirez à faire descendre la lumière et sur l'expire, bah, vous demandez à ce que toute cette tension, en fait, toutes ces mauvaises émotions, bah, partent avec le souffle pour justement bah, vous calmer, en fait. C'est un exercice qu'on peut faire aussi par rapport à ça. Ok. Maintenant qu'on a joué avec ces 3 centres, je vous propose un truc un peu plus difficile, mais qui est très intéressant, c'est d'aller justement respirer, mais d'amener la respiration, pas dans le corps, mais au-dessus de la fontanelle. Pourquoi? Parce que en fait, à 22 cm au-dessus de la fontanelle se trouve le point de connexion
que l'on a pour se connecter en fait au divin. Et donc du coup, si vous avez des messages à faire passer à vos guides, à vos anges ou autres, ou à Dieu, en fonction de vos croyances, c'est en fait par ici que ça se passe, même si on n'en a pas conscience. Et donc du coup, l'idée c'est d'aller respirer, d'amener l'inspiration à cet endroit et de ressentir cet endroit-là. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident pour tout le monde. Je ne sais pas si ça va parler. Mais on va justement partir d'un exemple. Une idée qui me vient, c'est une fois qu'on a justement ressenti les 3 points, ça fait comme une jauge. Et donc, vous pouvez au départ, si vous ressentez rien là, à partir d'une jauge, vous faites partir du ventre. Respiration suivante, vous partez, ramenez le cœur sur là. Ok, je sens, je monte, je le sens là. Ok, hop, et après, je monte. Je vais faire finalement étape par étape, comme si vous montiez une jauge d'énergie petit à petit, en fait. Et dans l'inspiration, je vais nourrir cette zone-là. Et sur l'expiration, vous pouvez visualiser comme si en fait, cette boule vous entourez vous pour aller briller et vous faire comme un cocon de lumière, en fait. Ou même un œuf. Et comme si tout en haut de l'œuf, en fait, il y avait un point de connexion. Et que du coup, de ce point de connexion, vous pouvez imaginer comme un grand faisceau qui monte justement jusqu'au divin. Et essayez de ressentir des choses comme ça, en fait. Moi, je vous donne des exemples sur des images qui me viennent en même temps que je vous dis ça. Je n'avais absolument pas prévu de dire ça ce soir, mais comme ça vient, je vous le livre. Ça parlera peut-être à quelques-uns d'entre vous, c'est parfait. Si ça ne vous parle pas... Ça parle à Jean-Jacques en tout cas, qui nous dit qu'il adore ta proposition. Cool. Et si par exemple vous avez d'autres idées, d'autres images, d'autres envies qui vous viennent, plutôt que les miennes, mettez les miennes de côté, c'est pas grave, on les oublie, gardez les vôtres, parce que c'est vous qui vous forgez votre propre réalité en fait. Donc c'est ça qui est parfait. Donc je vous laisse jouer encore un petit peu avec cet exercice-là, que pareil vous pouvez faire, les enchaîner en fait. C'est plus simple de commencer par la respiration au niveau du ventre. Pourquoi? Parce que en fait, le ventre, c'est le point d'ancrage. C'est celui qui est connecté à la réalité, au monde physique, en fait. Et c'est important, quand on fait des exercices énergétiques, de d'abord s'ancrer, parce que si après on part dans les étoiles, au moins on est ancré, on pourra revenir sans problème. Alors que si vous commencez des exercices en commençant directement là-haut, en fait, vous pouvez vous barrer, et après, pour revenir réintégrer votre corps, ce sera plus difficile. Donc moi, je vous privilégie, je vous incite effectivement à commencer par des exercices d'ancrage, puis après monter pour après justement aller attaquer au divin. Et de toute façon, les deux sont importants. Moi, j'ai entendu dire souvent en fait en développement personnel qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, je vais enlever le beaucoup, certaines personnes aiment bien justement dire ouais, mais je fais des histoires de sortie de corps, je suis vachement connaissant les étoiles, etc., mais qui pourtant oublient de s'ancrer. Et en fait, c'est dommage. Parce que du coup, comme on est des êtres à la fois incarnés dans la matière et dans le divin, si on ne privilégie qu'une seule partie, en fait, on s'oublie. C'est la même chose que ceux qui sont uniquement dans la matière, dans la réalité, et qui ne connaissent pas du tout le spirituel, en fait. Ni l'un ni l'autre n'est bon. Ce qui est bon, c'est d'exister pleinement dans la réalité et aussi dans la spiritualité, en fait. Donc voilà pour cette petite aparté. Il y a Steve qui te remercie pour les exercices, qui dit aussi que dans l'Advaita Vedanta, il y a le point dont tu parles au-dessus de la fontanelle. Ouais, je ne suis pas surpris parce qu'effectivement, la spiritualité balinaise est imprégnée de l'hindouisme, donc il n'y a pas de mystère. Et après, il y a beaucoup de traditions qui se recoupent en fait. C'est comme si en fait, il y avait le sacré donc, comme un grand prisme, qui est une source de lumière. Il y a tout un prisme autour. Et en fait, chaque méthodologie, chaque philosophie, chaque religion, chaque croyance va regarder par un petit prisme pour aller voir la source en fait. Il n'y a pas une seule vérité, chacun a la sienne. Effectivement, comme on va faire tous référence à la même source, en fait, on parle tous de la même chose. Donc, des fois, il y a des choses qui se recoupent, on va dire de la même façon. Et des fois, on va dire la même chose, mais de façon complètement opposée. Et on va avoir l'impression qu'on ne va pas se comprendre, alors qu'en fait, on parle de la même chose. En fait. Ok. Donc, du coup, c'est cool pour les réactions. Ouais. Je vais peut-être me permettre de prendre la question qu'Angélique nous a posée juste quand on commençait les exercices. Elle demande, est-ce que la spiritualité balinaise permet de mieux se connaître avec les nombres comme on le fait en numérologie? Pas à ma connaissance, en tout cas. Voilà.
euh, il faut bien prendre conscience que la spiritualité balinaise est une façon d'expliquer la réalité. Eux, ils sont beaucoup plus ancrés sur la nature, sur les éléments et sur justement comment ça s'imprègne et comment ça nourrit justement un cycle vertueux. Tout ce qui va être astrologie ou numérologie, à ma connaissance, ils l'utilisent pas comme ça, en fait, pas comme nous on le fait. Ils ont un set d'astrologie balinaise. Ils ont un calendrier dans lequel effectivement on a 2 anniversaires dans l'année, ce qui peut dérouter un peu au début. Et pour eux, chaque jour justement est tenté sur une numérotation sur du microcosme et du macrocosme. Et donc du coup, par exemple, moi sur mon calendrier, sur cette journée d'aujourd'hui, j'ai un chiffre sur mon microcosme entre 1 et 9 et sur le macrocosme entre 1 et 10. Et donc en fonction de ça, ça me détaille en fait la journée. Et donc du coup, en ayant mon calendrier comme ça, je peux savoir, dans 3 jours par exemple, ce sera le bon moment pour moi pour commencer une activité, je sais pas, artistique. Je dis un exemple comme ça. Et donc, du coup, c'est après à moi, en connaissance de mon calendrier, d'aller chercher justement les dates qui sont propices à certaines activités pour justement aller avoir plus de chances sur ce type d'activité, en fait. Donc, c'est pas de la numérologie en tant que telle. Voilà. Je ne sais pas si ça répondra à la question, mais... On va attendre ouais. ses retours. Donc, voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend conscience de ce cycle justement de vie, de réincarnation, etc., on peut se poser la question, mais finalement, pourquoi est-ce que je vis? Et je sais que c'est un genre de question qu'on est tous amenés à rencontrer à un moment ou un autre dans notre vie. On s'incarne, on fait cette phase où on grandit, et après on se lance vraiment dans la vie, et on vit en général une première expérience, et à un moment donné, il se passe un événement qui fait que on se pose des questions sur mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que ça vient me nourrir. C'est un peu la crise de la quarantaine où qu'on rencontre tous à un moment ou à un autre. Bon, ça va, j'ai passé 40, donc c'est bon. et en fait, ce que le Brahman expliquait par rapport à ça, c'est en fait pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre finalement? Est-ce que c'est pour satisfaire des besoins matériels, comme avoir une grande voiture, etc. Est-ce que c'est pour satisfaire des besoins biologiques, pour manger plein de pizzas ou autre? Est-ce que c'est pour aller se satisfaire finalement des plaisirs de la vie ou pour vivre une vie qui n'a aucun tracas, aucun trouble? Et en fait, la vraie raison de notre vie sur Terre, c'est justement de vivre des expériences qui nous permettent à notre âme de grandir sur le chemin, en fait. Et donc, du coup, ils sont toujours dans la gratitude, dans le remerciement. Et leur philosophie, c'est de dire, en fait, je remercie constamment. Donc, je prie, je vais faire des rituels, je vais faire des offrandes pour aller remercier justement l'univers pour tout ce qu'il m'apporte, en fait, pour tous les miracles qu'il m'apporte. Et c'est ça que cette philosophie-là, elle est, on va dire, pas habituelle pour nous, parce que nous, on est plutôt en mode de réaction par rapport à un problème. Eux, en fait, ils sont pas du tout dans ce mode de réaction, ils sont dans la gratitude et dans le remerciement au quotidien, en fait. Si quelque chose d'un peu pourri, entre guillemets, leur arrive, en fait, ils prennent conscience que si ça leur arrive, c'est qu'ils avaient besoin de travailler quelque chose. Donc, ok, des fois, ça peut paraître pas cool, parce qu'effectivement, quand il nous arrive, je sais pas, une période où on fait que se mettre dans une relation amoureuse, ça fonctionne pas, hop, j'en ai comme une autre, ça fonctionne pas. Et puis, on cumule comme ça, et finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis pas assez bien, etc. Et donc, du coup, on se remet en cause par rapport à ça. Et en fait, non, c'est juste des étapes nécessaires pour prendre conscience de certaines choses à un moment donné, pour se dire, voilà, ok, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je trouve la force suffisante pour aller justement m'affirmer en tant que tel, pour travailler ce que j'avais à travailler. Et certaines âmes, en fait, viennent avec nous sur Terre pour nous aider justement à travailler ça. Donc ça peut paraître un peu étonnant, mais on peut avoir des familles d'âmes. Et donc, par exemple, dans une même famille, on est une âme va venir s'incarner pour venir nous pourrir la vie. Tout ça pour nous aider, en fait, à travailler ce qu'on voulait travailler. Donc ça peut paraître étonnant, mais si quelqu'un vous avez, par exemple, un pervers narcissique dans votre entourage qui pourrit la vie, dites-vous, c'est peut-être un ami à la base qui a décidé de s'incarner pour vous aider à travailler un truc précis dans cette vie-là. Donc soyez reconnaissant
envers cette personne-là, parce qu'elle vous aide justement sur votre cheminement. Et plus c'est dur, plus vous avez quelque chose d'important à nettoyer. Et si ça vous arrive, c'est parce que vous avez la capacité de le traiter, en fait. Ça rebondit bien sur la question qu'a posée Angélique, qui demande dans les trois mondes, les dieux, l'homme et la nature, où se situent les forces adverses, contraires ou obscures? Et justement, du coup, comment est-ce que tu définis les forces adverses, contraires ou obscures par rapport à la question d'Angélique? Alors, en fait, ce qui me dérange par rapport à cette question-là, c'est que en disant force claire ou force obscure, ça revient quelque part à émettre un jugement. Cette chose-là, elle est bonne ou cette chose-là, elle n'est pas bonne. Et en fait, il faut prendre la question comme faisant partie d'un tout. Les lumières ont besoin des ténèbres pour exister, sinon il n'y aurait que de la lumière et donc il manquerait une dimension. Et en fait, on est des êtres qui sont dans la dimension, qui sont dans la dimension de la matière, donc on a besoin de toutes ces différentes aspérités pour pouvoir exister. Donc il y a de la lumière, il y a des ténèbres, et en fait, pour moi, alors là, du coup, ça n'engage pas la spiritualité balinaise, parce que je n'ai pas posé ces questions-là au Brahman, mais pour moi, en fait, les deux sont intimement liés, et en fait, mis à part de grandes forces obscures qui dirigent le monde, et là, c'est un tout autre sujet sur lequel je ne rentrerai pas ce soir, mis à part ça, en fait, chaque personne a une ombre et une lumière en soi, et c'est important de prendre conscience qu'on a notre part d'ombre, de l'accepter, de s'aimer tel qu'on est, parce que si on a choisi de s'incarner en ayant ces traits de caractère-là, en ayant ces défauts-là, en ayant cette ombre-là, en ayant ces excès, hein, parce qu'on peut avoir des addictions que l'on traite, que l'on traîne avec nous parce qu'on avait besoin de les vivre, et ben, en fait, s'accepter, s'aimer tel que l'on est, avec sa part d'ombre et sa part de lumière, en fait. Donc moi, je prends plutôt cette question sous cet angle-là, même si ça ne répond pas pleinement à ce que la personne a posé comme question, en fait. Je ne sais pas si ça résonnera pour Angélique ou pas, elle nous dira ça, mais... Donc voilà. En fait, ce qui est important pour conclure, entre guillemets, hein, c'est que la spiritualité balinaise est importante parce qu'elle offre un point de vue qui est différent et que du coup, comme c'est quelque chose de différent, le mental n'a pas trop de prise encore dessus et donc du coup, ça peut être un bon angle pour aller s'interroger sur qui on est. Et donc du coup, comprendre un peu l'ensemble de la philosophie au sens large, comprendre par exemple par rapport à notre être véritable, je vais y arriver, par rapport aux exercices qui sont proposés, comme le pranayama, bah, aller creuser en soi, parce que la spiritualité, c'est que se poser la question de qui je suis moi. Et donc, du coup, cette réponse se trouve à la fois dans la nature, mais aussi en nous, en fait. Et le fait de pouvoir être amené à faire ce cheminement-là en soi, mais c'est comme ça, en fait, qu'on va être capable d'aller chercher la lumière de notre être véritable pour aller la ressortir jusqu'à la surface, en fait. C'est difficile, mais c'est l'objectif, en fait. Donc du coup, ouais, par rapport à ça, moi, j'avais pas prévu d'autres exercices ce soir. Donc, s'il y a des dernières questions, bah, je vais les prendre pour y répondre. Ouais, Angélique a précisé un tout petit peu, en fait, elle aimerait savoir, dans les trois mondes, par rapport à la spiritualité balinaise, où se situe l'ombre? Est-ce qu'il y a vraiment un monde dans lequel il y a plus d'ombre par rapport aux autres, ou est-ce qu'on en retrouve vraiment intimement liés, mais dans tous? Comment ça se passe? L'ombre fait partie finalement des éléments. Donc c'est une partie intégrante de la nature. Et dans les 13 éléments se retrouve justement aussi la notion d'ombre. Donc il l'embarque dans la notion de nature en fait. Pour eux, ça fait partie du tout. C'est peut-être pas non plus la réponse qu'elle attendait. il ne parle pas en termes de monde différent en fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Okay. Pour le moment, pas. On va laisser arriver les questions. Peut-être pendant que les auditeurs nous posent leurs dernières questions, tu vas avoir envie de nous proposer et de nous parler un petit peu plus du programme que tu nous proposes pour aller plus loin, pour en apprendre plus. Oui, je peux le faire. Effectivement, moi, j'ai mis en place une formation en ligne qui parle justement de la spiritualité balinaise. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser cette spiritualité comme un vecteur pour faire un voyage en soi.
Et en fait, sur la construction de cette formation, j'ai d'abord souhaité parler de la salutation et la symbolique qui rattache à la salutation. J'en ai un tout petit peu parlé au début quand j'ai fait le Om Swastiastu. Mais en fait, rien que le fait de se poser ce type de questions, ça pose tout un décor et ça pose effectivement des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser nous. Quand on croise quelqu'un, qu'on lui dit bonjour, qu'on lui serre la main, qu'on lui passe la bise, on n'a pas cette même notion de respect. Donc du coup, la salutation était un point important pour rentrer, mettre un premier pied dans la spiritualité balinaise. Et en fait, après, je commence à parler de pranayama, et donc avec des exercices effectivement de respiration que je ne vous ai pas donné ce soir. L'idée, c'est de vous faire aussi des choses différentes pour ceux qui voudront prendre la formation, pour pas qu'il y ait de redites, pour que ce soit plus intéressant. Et qui permet... Tu as une gradation aussi dans les exercices que tu proposes. Oui, il y a une gradation effectivement, mais le tout dernier exercice du dernier module est un peu plus coton, mais en fait, il n'y a pas de gradation en tant que tel, parce que du coup, c'est une progression par rapport à soi, en fait. Donc, si c'est des choses qui résonnent pour soi, bah, c'est parfait. Si ça ne résonne pas, ça résonne pas aujourd'hui, c'est-à-dire ça ne résonnera pas demain et c'est pas grave, quoi. Donc, c'est des exercices pour prendre conscience justement de ces ressentis, donc, via le souffle et la respiration. Et après, il y a toute une partie justement où on parle du but de la vie, où on va un peu plus loin que ce que j'ai pu dire ce soir. On parle aussi de la nature, avec effectivement les 13 éléments, le macrocosme, le microcosme, pour aller encore un peu plus loin. Et finalement, on aborde la question de l'être véritable. Je sais que beaucoup de personnes se posent la question par rapport à la mission de vie. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que on se dit souvent, mais en fait, tant que je n'aurai pas compris ma mission de vie, en fait, ça ne sert à rien. Tout ce que je fais n'est pas utile. Et je sais que beaucoup de personnes se disent, j'ai besoin de comprendre ma mission de vie pour pouvoir passer à l'action. Et en fait, c'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Il faut passer à l'action parce que du coup, ce qui est important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Et on a besoin de vivre les expériences pour justement pouvoir grandir. Et à un moment donné, on a suffisamment grandi pour être assez grand pour voir le point final, en fait. On ne peut le voir qu'en pratiquant. Et vraiment, la spiritualité, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ne s'apprend pas dans les vidéos, même si on peut échanger comme ça. Mais en fait, ça s'apprend uniquement par la pratique et l'expérience. C'est pourquoi, en fait, sur un atelier comme ça, moi, je fais souvent pratiquer et mettre des mots sur les ressentis qu'on peut avoir. Parce qu'il n'y a que ça qui est vrai, en fait. Le reste, c'est que le mental qui se nourrit de « Ah, mais j'ai besoin de comprendre les explications alors pourquoi il y a tel chakra, quelle est la couleur liée à tel chakra, et qu'est-ce qu'il y a ?» Au final, le corps, il n'y a pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour tourner. Donc ouais, pour moi, c'est important cette notion d'être véritable, parce que ça rejoint ça, et ça permet de se poser beaucoup de questions, en fait. Et je sais que moi, je retourne souvent voir le Brahman à Bali, et des fois, il me dit des trucs, je dis, ah mais oui, évidemment, ça c'est bon, c'est intégré, ça me parle, ça me résonne, il n'y a pas de problème. Et des fois, il va me redire des choses, et je vais faire, attends, mais en fait, là, je ne comprends pas. Et en fait, il va l'expliquer de manière hyper simple, et je vais faire, ah oui, mais ok, si c'est clair. Et en fait, quand j'ai retourné l'année suivante, il va peut-être me redire des choses, et il ne va toujours pas me parler, parce qu'en fait, ça ne sera toujours pas intégré, en fait. Et c'est par redite, donc du coup, revoir peut-être les mêmes choses, mais jusqu'à ce que je suis capable de les intégrer, en fait. Et donc, du coup, après, au final, c'est du travail sur la Kundalini. La Kundalini, la sauce balinaise, parce que du coup, c'est peut-être des exercices que vous ne connaissez pas. Et l'idée, c'est justement d'aller nourrir ces centres d'énergie pour se sentir bien, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un programme que j'ai construit comme ça. L'objectif, la formation en tant que telle dure 3 heures, donc c'est pas non plus énorme. Mais l'objectif, c'est d'y revenir de manière assez régulière. D'abord commencer, puis après laisser du temps, puis de 3 mois, 6 mois, y revenir pour les regarder, refaire les exercices, pour voir justement comment vous évoluez. Peut-être que certains sujets sont plus clairs pour vous ou résonneront un peu plus avec vous, avec votre vous du moment. Et donc, du coup, la vocation de cette formation, c'est vraiment de pouvoir vous servir de fil conducteur sur vous-même pour pouvoir effectivement vous poser des questions et commencer à appréhender justement le côté spirituel de la vie et sortir vraiment de la réalité. Parce que du coup, on pourrait faire une autre conf dessus sur l'illusion du poids de la réalité, mais il y a plein de choses hyper intéressantes par rapport à ça.
Donc, pour ceux que ça intéresse, du coup, vous pourrez aller voir le sujet de la formation et voir si ça résonne pour vous ou pas, en fait. En dessous du chat ou en dessous de l'écran, selon si vous nous regardez en direct ou en replay, j'ai affiché un lien qui vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, de regarder un petit peu plus en détail de quoi il est question. Tu proposes un support justement autour de cette formation, s'il y a des ressentis ou des questions particulières ou un besoin de soutien des Oui, alors pour participants. les ateliers que je fais comme ça en live, il n'y a pas de support parce que l'idée c'est d'être dans l'échange et pas justement d'accaparer les jeux par quelque chose. Mais pour la formation, je fais à chaque fois un support qui draft un petit peu du coup drive un peu pardon le cursus. Je mets quelques phrases clés, mais l'objectif c'est que chacun prenne justement de quoi noter pour aller écrire ce qui résonne pour lui. Parce que comme je disais, il n'y a pas une seule réalité, il y en a plusieurs et on a tous la sienne. Ce que moi je raconte, ça me correspond. Si dans ce que je vous dis dans cette formation, il y a des choses qui vous parlent, notez-le. Et au contraire, si il y a des choses qui ne vous parlent pas, notez-le aussi pour que vous puissiez vous forger votre propre conviction à vous, en fait. C'est pour ça que dans les supports que j'ai faits, ils sont entre guillemets plutôt light pour laisser de la place à ce que vous mettiez votre propre interprétation par rapport à ça. Parce que mon objectif, c'est de vous aider à vous construire vous en fonction de qui vous êtes vous et donc pas en fonction de qui je suis moi. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour toutes ces précisions. Donc oui, vous aurez, en regardant sur le lien qui s'affiche au-dessus du chat ou en dessous de l'écran, selon à quel moment vous nous regardez, vous nous écoutez, vous aurez plus d'informations sur comment ça se passe, sur les détails de la formation et la possibilité de commander, puisqu'on peut régler en 1 fois, en 2 fois ou en 3 fois cette formation-là. Il y a d'autres questions qui sont apparues. Il y a Valère qui demande si on a des addictions, il ne sert à rien de vouloir s'en débarrasser. Alors, je ne sais pas à quel moment Valère a posé la question par rapport à quelque chose que tu disais peut-être en présentant les modules de la formation. Ça ne sert à rien de vouloir s'en débarrasser si on n'y met pas une but ou un but ou une intention derrière. L'addiction qu'on a mis en place, c'est juste une alerte que notre corps ou notre esprit met pour que l'on puisse aller prendre conscience d'un dysfonctionnement et aller le travailler pour justement pouvoir en sortir grandi. Donc, si c'est juste soigner une addiction à l'alcool, juste comme ça, parce que en fait, non, c'est pas génial pour mon corps, donc je fais juste ça comme ça, en fait, oui, vous pouvez le faire, mais ça n'a pas d'impact particulier sur votre spiritualité. Par contre, si vous voulez profiter de cette occasion qui vous est offerte, c'est une opportunité qui vous est offerte, vous dire, en fait, pourquoi j'ai ça? Pourquoi c'est venu? Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre, pour aller chercher à la source du coup le problème, le nettoyer pour qu'après, tout seul, ça s'en aille et je m'en aille moi plus léger. Dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est important de le faire. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça, ça dépend de vous en fait. Soit le faire juste pour se sentir mieux et pour la santé, soit en profiter pour aller justement plus loin dans la spiritualité. Ok. Il y a Angélique qui demande, est-ce à l'homme de réaliser le pont entre la nature et les dieux pour une meilleure gestion des équilibres? Tu peux me la relire, s'il te plaît? Est-ce à l'homme de réaliser le pont entre la nature et les dieux pour une gestion des équilibres? En fait, l'homme, il est un pont entre la matière et le spirituel. À Bali, il n'y a pas des dieux, il y a un dieu, mais ce dieu a plusieurs facettes. Il y a une image qui est intéressante, c'est prendre l'image du soleil. Donc, il y a un seul soleil, mais ce soleil, il y a plusieurs rayons. Et en fonction du rayon qu'on va regarder, il y a une coloration qui peut être différente. Donc, il y a un dieu unique, un dieu suprême, nommez-le comme vous avez envie en fonction de votre propre croyance. Et en fonction du coup de ces différents rayons, ça va résonner plus ou moins pour vous en fait. Et nous, en tant qu'êtres vivants, en tant qu'êtres de la nature, en tant qu'enfants de la nature, on fait un pont entre le microcosme et le macrocosme, si justement on a en conscience par rapport à la matière et en conscience par rapport au spirituel. Et en faisant ça, alors oui, on est un pont entre justement ces deux mondes, matière et spirituel. Et donc du coup, entre le monde du divin, le monde du spirituel, et le monde de la matière. Que je le rappelle, en fait, on est une part de l'esprit divin qui s'est incarné par l'esprit masculin sur Terre.
Donc, on est déjà une part de Dieu en nous, en fait. Donc, en prenant cet éclat de Dieu sur cette réalité terrestre, alors on peut parler de pont parce qu'on fait la jointure entre les deux mondes. Ok. C'est passionnant. Je me régale. Je suis vraiment ravie d'apprendre tout ça ce soir. Merci. Et Steve est d'accord avec moi. Merci pour ce partage. Il y a Celso qui pose une question. Qu'est-ce que vous pensez de la mort imminente? La mort n'est pas un problème pour moi. La mort n'est pas une fin. La mort n'est qu'un commencement. Donc, mort imminente, si on est amené à mourir, c'est qu'on a fini ce qu'on est venu faire ici. En règle générale, ça se passe comme ça. Et donc, du coup, si on a fini ce qu'on est venu faire, dans ce cas, on va remonter pour repartir plus tard dans un nouveau cycle. Donc, si on n'a pas travaillé ce qu'on est venu travailler dans cette vie-là, on redescendra pour le retravailler dans une nouvelle vie. Donc, c'est OK. Et si on a travaillé ça, en fait, on s'est lavé, on s'est purifié et on se rapproche en fait de l'âme pure originelle. Et quand on aura atteint ce statut-là de grand maître, en fait, on n'aura plus besoin de refaire des cycles d'incarnation pour travailler. En fait. Donc, mort imminente, en fait, c'est le début d'une nouvelle aventure, donc c'est cool. Ok. Je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit à propos de la formation ou à propos de toutes les informations que Wilfried nous a données ce soir, puisqu'il est avec nous pour y répondre. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Vous m'avez vu boire, et je dis c'est important de boire, parce qu'en fait, notre corps est fait à plus de 70% d'eau. Et en fait, dès qu'on fait du travail énergétique, aller ramener justement de l'eau pour aller régénérer nos cellules, c'est un truc qui est important. Donc, voilà, je vous invite à boire. Et à boire de l'eau. Ok. Je ne vois pas d'autres questions apparaître pour l'instant. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que toi, tu aurais envie de nous donner maintenant? En fait, le mot de la fin, ce serait simplement de profiter justement de ce voyage que vous pouvez faire en vous pour aller trouver justement qui vous êtes, de trouver ce qui fait écho pour vous. Parce que c'est une opportunité supplémentaire qui vous est offerte pour travailler sur vous, en fait. Donc, soyez fous, profitez, allez chercher en vous et grandissez, en fait. Tout ça en vous amusant, c'est le plus important. Si, il y a Joël qui pose une question supplémentaire, qui demande, alors je pense que c'est par rapport à la mort imminente, pour ceux qui passent le tunnel mais qui reviennent, est-ce que c'est juste parce qu'on a encore des expériences à vivre? Genre on est mort, mais en fait c'était une erreur, il fallait qu'on redescende. Ça dépend des cas. Il y a des cas où effectivement la mort est arrivée trop tôt et nos guides, nos anges nous font « Ah c'était une erreur, je t'en prie, retourne sur Terre, tu n'as pas fini ce que tu avais à faire. » Des fois, dans des cas plus rares, ça peut être effectivement dire en fait, on te propose, si tu es d'accord, d'avoir une mission supplémentaire et donc d'aller porter une parole ou d'avoir un but précis. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est un contrat supplémentaire, un contrat d'âme supplémentaire qui est ajouté, effectivement. Mais dans la plupart du temps, quand ça se produit, c'est qu'effectivement, c'était pas le bon moment, quoi. Ok. Bon, on a l'air bien pour ce soir. Je crois qu'on est pas mal pour ce soir, effectivement. Moi, je voudrais te remercier en tout cas parce que j'ai appris énormément de choses et je trouve ça d'une grande richesse de découvrir les aspects d'une spiritualité qu'à titre personnel, je ne connaissais pas et qui peut nous apporter beaucoup d'éclaircissements. Donc vraiment, merci pour l'offre que tu nous proposes et pour le temps que tu nous as offert ce soir. Merci à tous ceux effectivement qui étaient présents ce soir et qui ont joué le jeu. C'est toujours hyper intéressant pour moi de pouvoir partager ce savoir-là. Parce que c'est bien ce que Barman, de toute façon, m'a demandé de faire, de partager la connaissance de la spiritualité balinaise. Donc c'est parfait pour moi ce soir. Merci à tous. Super. Merci à vous. Merci Wilfried. Merci, bonne soirée. À très bientôt